Hello, bienvenue sur Prospect, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour tous ceux qui font de la prospection B2B, comment aborder les grands comptes et réussir à générer des opportunités dans un contexte de plus en plus compliqué. Alors, on entend partout que la prospection est de plus en plus dure, que les décideurs ne répondent plus, sont inaccessibles, et pourtant, je rencontre toujours des BDR pour qui ça semble pas si compliqué que ça. Et d'ailleurs, j'en ai invité un qui est Olivier Dang. Il est BDR chez Najar, il est reconnu comme l'un des meilleurs dans son domaine, il génère une bonne partie des rendez-vous pour sa boîte, et d'ailleurs, il va passer Sales Full Cycle dans pas très longtemps. Il a une approche bien rodée et surtout un état d'esprit en béton. Dans cet épisode, il m'a partagé son approche des grands comptes, sa méthodologie de prospection et de recherche, et surtout comment il garde une attitude sereine, même dans un marché tendu. Je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Hello Olivier, comment tu vas? Salut Laetitia, super et toi? Écoute, ça va bien. Bah, écoute, ravi de te recevoir sur Vendu. Aujourd'hui, on va parler de comment aborder les grands comptes, réussir à prospecter les grands comptes dans un contexte qui, en tout cas, tout le monde le dit, est plus compliqué. On va parler de mindset, on va parler de méthode. Du coup, avant ça, j'aimerais que tu te présentes, parce que moi, on m'a présenté et on a pas mal discuté comme un tueur, un des meilleurs BDR aujourd'hui qui arrive à décrocher des super opportunités malgré le contexte. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, présenter ta boîte, présenter aussi également, parce que tu as tellement de cordes à ton arc que voilà. Je te laisse. Pas de souci, merci beaucoup pour cette introduction. Et petite dédicace à Alexis Martial, du coup, qui nous a mis en relation, toi et moi, avec qui j'ai travaillé chez Najar. Alors, pour me présenter assez succinctement, moi, aujourd'hui, j'ai 31 ans. Je travaille en tant que BDR depuis septembre 2023 chez Najar. Auparavant, pardon, on s'appelait Welly. En fait, on est spécialisé sur toutes les problématiques d'achat de logiciels SaaS, où on accompagne nos clients, en fait, à gagner du temps et en efficacité via notre plateforme. Et dans un second temps, on leur permet de réduire leurs dépenses en logiciel SaaS. Donc aujourd'hui, on traque des boîtes comme Lucas, Welcome to Jungle ou Deezer par exemple. Et puis, très content d'être ici présent pour réaliser ce podcast avec toi. Bah écoute, trop cool. Moi, la première fois qu'on a discuté ensemble et que je t'ai demandé, bah, ok, au fait, vu que tu fais de la prospection, c'est pas plus dur maintenant aujourd'hui, tu m'as dit, ouais, bof, pas trop. Ça m'a du coup marqué. Et du coup, ma première question, c'est justement, c'est quoi ton approche justement des grands comptes et qui fait que comment tu réussis à rester serein dans une période où en fait c'est quand même plus compliqué, plus complexe. Alors peut-être que toi, tu as connu toujours une période complexe aussi également, puisque comme tu m'as dit, tu as commencé en septembre 2023. Mais tu as l'air très serein et ça n'a pas l'air d'être une grosse problématique pour toi. Je crois que tu apportes un pourcentage assez important des rendez-vous dans ta boîte. Du coup, est-ce que tu peux me donner un petit peu bah, ton secret, un petit peu, ta secrète Pas de sauce? souci. Bah après, je minimise pas du tout la difficulté actuellement du marché. Je suis conscient de ce qui se passe. Après, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance actuellement de pas rencontrer trop de difficultés. Bien évidemment, j'ai eu des périodes, je crois plus vers mai, juin, où c'était plus vers l'été, voilà, l'approche de l'été où j'ai un petit peu plus de difficultés. Mais sinon, j'ai de la chance de pas en avoir trop parce que, bah, en fait, dans ma manière d'aborder ma prospection, que ce soit sur les grands comptes ou des petits comptes, en fait, elle demeure la même. C'est-à-dire que tout part du mindset pour moi. En fait, je vais apostropher, parler à un interlocuteur, peu importe son statut social, peu importe sa position dans l'entreprise ou même dans la vie de tous les jours, peu importe qui tu es, peu importe le métier que tu fais, que tu sois ouvrier, homme de ménage, auxiliaire de vie, médecin, peu importe. En fait, je vais accorder la même attention et le même respect pour n'importe quel être humain. Donc en fait, je vais pas mettre les gens sur un piédestal, mais moi-même, je vais pas me mettre sur un piédestal. Je vais essayer de rester dans une certaine humilité et de ne pas rester dans l'arrogance, mais en même temps, je vais pas me mettre sur un piédestal où je vais me mettre dans une posture d'infériorité par rapport à mon interlocuteur, peu importe si jamais c'est un patron du CAC 40. Donc moi, l'idée dans mon mindset, c'est que je me dis, j'ai fait un travail en amont où j'ai fait un travail de recherche sur l'ICP. Donc je me dis voilà, il y a tel type de boîte qui potentiellement peut être intéressé par notre solution. Ensuite, je fais un travail sur les différents personas potentiels au niveau de la boîte. Et donc, comme moi, j'ai fait un travail en amont où, en fait, eh ben, indirectement, je respecte mon interlocuteur et la boîte que je sollicite, parce qu'en fait, j'ai fait un vrai travail. C'est pas juste, bien sûr, je vais le contacter si je fais du call call à un moment hasardeux, de ma manière inopinée, où il s'y attend pas, mais j'ai fait un travail de fond. Et du coup, moi, dans ma logique, je me dis si jamais je lui apporte
de la valeur parce que je sais que ma solution peut résoudre des problématiques qu'ils rencontrent au quotidien, bah en fait, je vais pas avoir de gêne à le contacter. Après, bien évidemment, ce sera peut-être pas le bon moment quand je vais l'appeler. Et si jamais tel n'est pas le cas, eh bien, je vais essayer de voir à quel moment je peux le rappeler et à quel moment il peut m'accorder de l'attention et du temps pour justement en fait verbaliser ce que j'ai à lui dire. Mais moi, si j'appelle quelqu'un ou je le contacte, j'ai pas de gêne et je vais essayer du coup en fait, sachant qu'il a pas beaucoup de temps, qu'il n'a pas forcément beaucoup d'attention à accorder et qu'il a beaucoup de problématiques en parallèle à gérer, j'essaie d'être super straight to the point. Quand je contacte quelqu'un, avant j'avais tendance, je pense un petit peu à un mindset français, de tourner autour du pot, de pas aller, on va dire, straight to the point. Moi, j'aime bien directement déclarer que c'est dont le but, enfin, que le but c'est de prendre un rendez-vous, que je l'appelle justement pour prendre un rendez-vous et je lui demande si jamais il a moins d'une minute à m'accorder pour que j'explique la raison de mon appel. Et ensuite, s'il me dit OK, bah, c'est-à-dire que j'ai validé son attention. Et en fait, il y a un accord tacite, en fait, une sorte de collaboration. Et du coup, là, je pitch. Mais si jamais la personne n'est pas OK, bah, je lui demande juste à quel moment. Et du coup, j'appelle à ce moment. Mais moi, auparavant, j'avais cette approche, on m'a enseigné parfois cette approche où tu appelles, tu déroules. Moi, maintenant, systématiquement, je demande si jamais la personne a au moins 30 secondes à une minute à m'accorder. Comme ça, au moins, bah, elle est mentalisée, on est calibré pour justement en fait, lui faire passer un message. Si jamais c'est OK, on continue l'appel. Si c'est pas OK, bah, je la dérange pas et je reprends le contact à un moment plus opportun. Ok, super intéressant. J'aimerais en fait justement qu'on s'arrête un peu sur ce que tu as dit et qu'on rentre un peu plus dans le détail. Tu connais le podcast, tu sais que j'aime bien rentrer dans les détails pour qu'en fait on puisse visualiser et que ça nous permet en fait aussi également de pouvoir nous apporter à chacun et à renforcer un peu les approches qu'on peut avoir. Tu disais justement, alors du coup j'ai bien compris ta partie mindset et je trouve que c'est hyper important, on en parle très peu, mais ce côté en fait d'avoir ce juste milieu, cet équilibre entre ne pas avoir une posture trop arrogante en disant voilà vous avez besoin de moi, je vais vous apporter la lumière et à l'inverse ne pas être dans une posture d'infériorité où j'ai peur parce que voilà. Ça marche très bien. Mais quand tu dis, par exemple, en fait, que tu fais des recherches, et du coup, tu as une sorte un peu de respect, etc., à chaque fois, il y a toujours un peu un flou. On le voit un peu sur LinkedIn où les gens disent ouais, il faut d'abord savoir ce qu'on dit. Ces recherches te prennent combien de temps déjà? C'est la première question. Et la deuxième chose, c'est que tu parlais de personas que tu vas chercher. Combien, globalement, de personnes tu vas chercher dans une organisation? Comment se font ces recherches? Qu'est-ce que tu vas chercher, etc. Ok. Du coup, au niveau de justement du travail de recherche, moi ce que je vais faire, c'est que je vais regarder déjà en fait quel est on va dire l'ICP qui correspond le plus à notre proposition de valeur. En l'occurrence, voilà des boîtes un peu mid-market concernant Najar, tech. Et du coup, nous, nos personas, ça va être plus, on va dire, les personnes sur la partie finance ou la partie technologique ou la partie IT ou alors des cofondateurs pour des boîtes, on va dire, de taille plus petite. Et aussi parfois les personnes qui sont dans les opérations. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais regarder, par exemple, dans ma TAM, je vais regarder quelles sont les différentes boîtes. Ensuite, je vais faire un petit peu un jeu de filtres où justement, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir des quick wins. Du moins, quand je suis arrivé, c'était d'avoir des quick wins assez rapidement. Donc, c'était vraiment comment ça s'appelle, d'isoler les boîtes en fait qui faisaient du software. Ils n'ont pas des boîtes qui allaient faire plus du consulting ou des boîtes des PME, etc. Parce que ça peut potentiellement les intéresser, mais c'est souvent pas forcément le plus pertinent. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais regarder sur LinkedIn, par exemple, la boîte que j'ai target, je dis n'importe quoi, la boîte A. Et ensuite, je vais regarder très rapidement sur LinkedIn les employés, le nombre d'employés. Donc voilà, si jamais il y a que 20 employés, nous, ça va pas forcément rentrer dans notre target. Et si jamais il y a 4 employés, je vais regarder un petit peu les intitulés des postes. Si jamais je vois que c'est écrit responsable commercial, c'est des intitulés en fait francophones, souvent je me dis ah petit red flag, ça va pas être trop intéressant, c'est pas forcément une boîte tech. J'essaye de passer. Peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais je laisse. Peut-être que c'est un mal, hein, mais au moins je fais ça. Et si jamais je vois account manager, des noms, voilà, des intitulés comme on a à l'anglaise, je me dis ah c'est peut-être un bon signe. Ils doivent certainement utiliser pas mal de SaaS, donc je creuse. Là, je switch sur Sales Navigator et en fait, avec notre Growth Lead, petite dédicace à Théo Barthez d'ailleurs, on avait en fait mis des tags sur SalesNav en fait qui sont en lien avec Welly, enfin Najar pardon, Welly c'est notre ancien nom, donc Ouais. procurement, SaaS, etc. Comme ça, dès lors où je vais sur un compte, en fait, ce qui va remonter en haut, ça va être les personas qui sont en lien avec justement les tags que l'on a mis.
Donc moi, Ok. en lien, en fait, eh ben, c'est mes personas qui vont monter. Bien évidemment, je peux faire des recherches à la mano en mettant, je dis n'importe quoi, VP Procurement ou IT Manager. Mais du coup, je vais voir ça. Et ce que je fais, c'est qu'ensuite, eh ben, je me dis, pour chaque boîte, au minimum, j'aimerais bien avoir 4 personnes. Donc moi, en fait, quand je suis arrivé dès le début, je me suis dit, je j'attaque pas encore la prospection, donc fais un gros travail de fond, va sur HubSpot, tu vas mapper un maximum de comptes, comme ça tu vas ensuite avoir pas mal de nourriture pour pouvoir en fait eh ben, les manger. Et du coup, tu vas sur j'allais sur LinkedIn, SalesNav, et je vais prendre par exemple le CTO, le CFO, le CEO et le COO par exemple. Et du coup, moi, je le faisais à la mano parce qu'auparavant, on n'avait pas forcément d'outils pour. Aujourd'hui, on a Surf ou alors Lemlist. Et du coup, je mettais le nom, le prénom, l'email, etc. Et ensuite, eh ben, je cherchais les adresses mail. Les adresses mail ou alors les numéros de téléphone avec Casper ou Mm. Lusha. Avant, on n'avait pas forcément de licence, donc en fait, eh ben, via Dashlane, eh ben, on avait, on va dire, des crédits gratuits de tous les gens de la boîte. Du coup, en fait, je switchais de nom, j'allais A, B, C. Ouais. La débrouille, quoi. La débrouille, c'est ça. Ouais. Et du coup, en fait, eh ben, je faisais un mapping où je mettais voilà les 4 personnes. Ensuite, j'allais sur Google Actualité, enfin, je veux dire sur LinkedIn à propos pour voir c'est quoi la boîte, elle fait quoi. Au moins un minimum, juste pour me renseigner, à en lire en diagonale qu'est-ce qu'elle fait. Parce que si j'ai un échange, si jamais elle me demande qu'est-ce que vous savez de nous, si jamais je sais pas y répondre, je perds toute crédibilité. C'est clair. Donc un minimum. Et ensuite, eh ben, ce que je fais, c'est que j'allais essayer de voir sur Welcome to Jungle un peu si jamais il n'y a pas plus d'informations sur eux, notamment comment ça s'appelle, leur stack tech, parce que souvent, tu sais, ils la mettent. Donc voilà, si j'utilise Notion, GitHub, etc. Et du coup, j'allais relever, on va dire, les 3 outils qui revenaient le plus souvent parmi nos employés. Ensuite, j'allais sur Google Actualité pour aller chercher, par exemple, est-ce qu'il n'y avait pas eu une levée de fonds? Je mets levée de fonds, le nom de la boîte, ou alors le nom de la boîte, actualité, et je vais relever des choses intéressantes, ou même des articles qui ne sont pas forcément en lien avec ma prospection, mais ça montre que je me suis intéressé à eux, que j'ai vu dans l'actualité, bah tiens, il y a eu par exemple tel événement à tel moment, ou alors le dirigeant est parti, je dis n'importe quoi, aux États-Unis pour tel événement B2B, etc. Et donc en fait, eh ben, dans l'ordre que je refais, c'est du coup, je vois sur HubSpot le compte, je vais sur LinkedIn, je vais sur Sales Navigator. Ensuite, eh ben, je vais sur HubSpot où je map les 4 personnes. Je mets au minimum un numéro de téléphone. Maintenant, c'est un peu plus, on a plus de moyens, donc on Donc, peut mettre non, plus tu de peux même numéros. avoir tous les numéros de téléphone. Mais avant, je mettais juste un numéro de téléphone pour essayer de le capitaliser. Si Ouais. je l'ai pas, bah voilà, je rajoute un autre numéro de téléphone. Et ensuite, eh ben, je regardais le profil LinkedIn aussi euh, enfin, non, je regarde pas le profil LinkedIn des personnes, je regarde le profil LinkedIn de la boîte pour savoir ce qu'ils font. Welcome to Jungle. Je note les outils SaaS qu'ils utilisent et quelques informations, comme je t'ai dit, sur les levées de fonds, etc. Et ensuite, le moment venu, enfin, juste après ça. Et ben, le mapping, pour moi, je considérais qu'il fallait que je fasse un mapping sur un compte. Je me donnais pour objectif de prendre 15 minutes max par compte. Tu vas essayer de me dire, ok, tu prends 1 heure, mais tu as un objectif smart. Tu vas te dire, je vais pas juste faire ça à l'arrache, ça va me prendre 1 heure pour 2 comptes. C'est en mode, ok, tu te mets 1 heure de mapping, là, c'est au moins 4 comptes, tu vois. Bon, bien évidemment, selon ton énergie, etc., ça peut moduler. T'es pas un robot, mais au moins, c'était cet objectif. Et ensuite, eh ben, c'était de mapper un maximum de comptes. Comme ça, je me disais, voilà, si jamais je fais 2 heures de mapping le matin, bah, ça me fait, on va dire, potentiellement 8 comptes. 1 heure de mapping l'après-midi, ça fait 4 comptes. Donc, ça fait 12 comptes. 12 comptes fois 5, ça fait 60. Donc, en un mois, bah, ça me fait 60 fois 5, ça fait 300 comptes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, du c'est coup, pas tu mal. dis, OK, sur la... Bah, en tout cas, c'est vraiment bien travaillé. Mais alors, du coup, la question que je vais te poser, c'est que du coup, tu as plutôt une logique de. Ouais, plutôt qualitatif. Parce que je te dis ça parce que dernièrement, j'ai eu un commentaire sur un post que j'ai fait où justement, je disais que je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est plus à dire, c'est même. C'est devenu impensif, tu vois, de dire bah, aujourd'hui il faut faire de la qualité, la quantité, comme a pu nous l'inspirer les Américains d'aller inonder tous les gens. C'est compliqué et notamment ça fait beaucoup de dégâts nous sur notre marché parce qu'on a un petit marché. Euh, du coup, toi, aujourd'hui, c'est parce que bon, évidemment, en 300 comptes, c'est pas mal, mais je sais que en fait, t'es beaucoup plus dans une démarche en disant ouais, ok, je vais vraiment être dans un truc qualitatif et pas juste en fait, je vais prendre juste des ICP, des trucs qui
potentiellement peuvent être intéressants. Allez hop, je mets ça dans une machine et j'envoie des mails ou en tout cas, je me fais une petite session de call où j'appelle et peu importe. C'est-à-dire que tu vas vraiment chercher l'information pour chacun. Parce que j'ai reçu un commentaire justement pour faire le point sur ce commentaire-là où la personne me disait ouais, mais moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu bullshit ce truc-là. Ok. Après, moi, par rapport à la situation que je viens de te décrire là, c'était plus, on va dire, quand je venais d'arriver. Je me suis dit, voilà, je démarre à zéro. En plus, j'avais pris du retard pour que je puisse commencer de la prospection parce que ma table n'était pas prête. Et Ok. donc, je me disais, bah voilà, il faut que j'essaye de faire un maximum de préparation. C'est pas forcément le truc le plus marrant, je t'avoue. Ouais. Mais au moins, je me disais, et essaye d'avoir une vision moyen, long terme. Et comme ça va te permettre d'être bien. Et après, quand on parlera un peu plus de mon approche qui est maintenant totalement différente, sur une dynamique différente. Et justement, si la dynamique est différente et que ça a pu marcher, c'est justement grâce à ce travail que j'avais initié, on va dire, dès le début, tu vois. Mais Ok. aussi, pour moi, c'est important d'avoir un minimum de qualité. Après, parfois, par chance, tu peux te dire, bah, j'appelle une boîte un peu au hasard, je vais tomber peut-être sur la bonne personne au bon moment. Et du coup, en fait, juste un pitch, on va dire, moi, j'ai la méthode AIDA. Ça peut être percutant. J'ai pas mal de rendez-vous, justement, j'avais pas trop fait de préparation, où j'avais peut-être un petit peu plus de la fainéantise. J'appelle juste en mode, j'y vais à froid, c'est un peu challengeant, je vais voir et je vais essayer de réagir par rapport aux réactions de mon interlocuteur. J'ai déjà eu pas mal de rendez-vous comme ça, mais au mieux c'est de préparer un minimum. Et ensuite, eh ben, quand j'appelle la personne, ce que j'ai pas dit, c'est que au minimum, moi, comme je suis quelqu'un de très visuel et très physionomiste, j'aime beaucoup voir en fait eh ben, la photo de profil de mon interlocuteur, justement pour mettre une image. Et peut-être que mon intuition va me tromper, mais moi je me dis ah bah peut-être que lui il a l'air un peu strict, lui il a l'air smiley, il a une bonne tête, donc en fait je vais pouvoir être dans une approche beaucoup plus légère. Et du coup en fait j'ai un peu la même approche. Moi je suis team script, même si je suis pas le script on va dire de A à Z Mm. comme auparavant au début, mais au moins toujours team script. Et après bah voilà je vais faire un puzzle au lieu de faire A B C D, je vais peut-être faire A C B D, tu vois. Tu mets des éléments dans un ordre différent. Et après je regarde juste au moins le background de la personne sur le parti pro ou la partie scolaire. Comme ça, en fait, par rapport à ce qu'elle a fait en expérience, je vais essayer de raconter des histoires, créer du lien par rapport, on va dire, à son expérience dans une boîte qui est cliente chez nous, ou alors avec une boîte avec qui j'ai échangé il y a pas mal de temps, ou le fait d'être alumni de la même école, tu vois, ce genre de choses. Ouais, du coup, on revient sur ce côté de la curiosité, avoir une approche authentique où tu es parti chercher de l'information et donc, du coup, tu peux vraiment essayer de créer du lien et du coup, en fait, aussi également qui montre le respect que tu as pour l'autre, à pas l'avoir prospecté ou dérangé pour rien, quoi. Ouais, c'est ça. Une approche là-dessus. Du coup, tu me disais justement que tout ce que tu as fait avant, justement, cette démarche, en fait, qui peut paraître, peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter, qui vont dire c'est trop chronophage, c'est trop long, j'ai pas ce temps, 2 heures le matin, 1 heure l'après-midi, alors qu'il faut aller démarcher et surtout, il y a la pression du chiffre. Tu disais que c'était du coup une stratégie moyen long terme et qui ça permet en fait aujourd'hui de pouvoir récolter les fruits aujourd'hui. Est-ce que tu peux un peu plus rentrer dans le détail sur aujourd'hui ta méthode et comment ça t'a permis en fait de réussir actuellement? En fait, pour t'expliquer, moi, je suis quelqu'un de super désorganisé. Moi, j'ai absolument J'étais pareil. Je pense que c'est un truc de sales en vrai, la vérité. Je pense que ah, c'est peut-être, très. peut-être. Enfin, j'ai rarement vu en tout cas des bons sales. Ils ont dû devenir organisés, mais ils l'étaient pas à la base. Ouais, on est peut-être C'est un plus peu un ça. peu bourrin, tu vois, peut-être Ouais, plus c'est ça. bourrin Exactement. sur le moment T. Et moi, du Ouais. coup, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été drivé par tout ce qui est dans l'immédiateté Ouais. et pas du tout dans le côté vision moyen, long terme et absolument aucune planification. J'aime me voir dans un mois, plusieurs mois, c'est impossible. Et, euh, et du coup, en fait, eh ben, en commençant chez Najar, donc anciennement Welly, je vais parfois dire Welly, hein, tu m'excuseras. Ouais, ouais, je sais, vous avez eu un changement de nom. Et en fait, eh ben, je me suis dit, voilà, j'ai la chance de commencer à zéro. Je vais essayer de me créer une base de données avec le Notion, un peu, voilà, qui correspond à mes besoins et mettre des éléments dont j'ai besoin. Tu vois, même sur des trucs Notion, en écoutant des podcasts à toi ou quoi, il y a des parties où je mets Technique Sales, par exemple, des trucs de Enzo Colucci, ou des trucs d'Augustin Tonnel, ou des trucs de Laetitia Fall, où je mets des éléments où juste pour moi, j'essaie d'apprendre, tu vois. Et c'est déjà de les mentaliser, de les mettre et ensuite eh ben, de revenir dessus, tu vois, et peut-être de les implémenter dans le concret au quotidien. Et du coup, ce que je fais, c'est juste en fait, eh ben, j'essaye un maximum d'avoir des routines. Et ces choses que j'ai mises en place il n'y a pas très longtemps
c'est juste depuis un petit peu avant 2025. D'ailleurs, j'ai lu des articles et c'était avec la newsletter de Hugo Benz, tu vois, qui Mhm, parlait des OKR. Et mhm, donc les OKR, c'est un peu les Objective Key Results. mhm. Donc Google ou les grosses boîtes, elles ont mis en place ce système. Et du coup, moi, je me suis dit, comme je suis très ambitieux, côté Najar, mais en même temps très ambitieux dans le sens où je veux faire beaucoup de choses en même temps, mais j'ai pas envie de faire de sacrifices, ou du moins un minimum de sacrifices. Je me dis, donne-toi la possibilité d'optimiser ton temps pour être efficace dans toutes les choses que tu veux faire. Et si jamais ça marche pas, bah, peut-être qu'il faudra faire des sacrifices parce que t'as que 24 heures, mais au moins optimiser son temps. Et du coup, ce que je fais, c'est que à chaque fin de semaine ou début de semaine, je visualise ce que j'ai à faire sur Najar. Je note sur une liste sur Notion, je dois faire A, B, C, D, E, F, et ensuite, eh ben, je me crée des blocs de temps. Et du coup, en fait, un peu avec la loi Murphy, en fait, eh ben, ce qui se passe mal, si tu visualises un truc qui se passe mal, eh ben, ça peut forcément se passer mal. Moi, j'ai tendance à être trop optimiste, mais pas pragmatique. Par exemple, une tâche qui va durer 1 heure, bah, moi, peut-être que je vais dire, bah, tiens, ça prend 20 minutes de base. Donc, je vais essayer de mettre un temps plus long. Et comme ça, voilà, quoi qu'il arrive, au moins, je serai pas frustré d'avoir perdu du temps ou d'avoir trop pris de temps. Et du coup, je les time block. Comme ça, tout ce qui est dans l'agenda, eh ben, je vais essayer de le dérouler. Tu vois, c'est comme quand on parle de toyotisme, c'est essayer de préparer un maximum en amont, ou genre, je sais pas, quand tu vas couper un arbre, tu vas préparer ta hache avant, au lieu d'y aller directement. Bah là, c'est pareil. Parfois, tu te dis, ça sert à rien de préparer, etc. Mais en fait, je préfère parce que, au-delà de l'aspect mindset, mental, je visualise bien. Et en plus de ça, après, quand je déroule, bah juste, en fait, j'ai plus besoin de réfléchir. Active, on, activé, et je déroule. Et si jamais je dois être flexible par rapport aux tâches, au moment T, bah, j'essaye d'être flexible et de moduler. Mais vraiment de préparer. Et parce que ce qui n'est pas dans l'agenda, en fait, n'existe pas. Et du coup, de ce que moi j'ai pu voir en prenant de la hauteur sur mon activité, même si j'ai eu des bons résultats, bah, tu vois, à plein de moments, j'étais là, je tergiversais, je savais pas qui appeler, je savais pas quoi faire. En fait, t'es là, en fait, tu passes 2 heures, 3 heures de temps parfois au bureau, mais en fait, c'est du temps improductif. Et en fait, c'est frustrant, tu vois. Et du coup, Complètement. maintenant, je me dis, moi, mon temps, il est tellement précieux. Du coup, en fait, j'ai vraiment accordé du temps et vivre une vie intentionnelle, que ce soit dans le taf ou de manière générale. Et donc, en fait, chaque chose que je fais, j'essaye du moins de tendre vers cette optique où je sais pourquoi je le fais, en fait. Et pourquoi je le fais à tel moment, parce que je l'ai choisi consciencieusement et consciemment. D'ailleurs, Donc, du coup, ça me fait penser à ça par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire que tu disais que justement, pour chaque compte, tu targetais 4 personnes. Donc, il y a souvent ce moment-là, et je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que peut-être que les gens, là, ils nous écoutent, ils se disent attends, attends, non, en fait, en vrai, on est passé de la préparation, la recherche, mais ensuite, toute cette recherche, faut savoir en faire quelque chose. Et ça passe, en fait, en tout cas dans nos métiers sur la partie sales, en fait, on a des métiers très routiniers, en fait. On peut se raconter tout ce qu'on veut sur LinkedIn en disant, voilà, en vrai, la réussite, elle passe sur le fait à ta capacité à avoir une discipline de faire et une routine, savoir faire ouais. la même chose, mais toujours en gardant une pointe de créativité. Ce qui est un peu, voilà. Mais faut pas non plus être complètement créatif en disant, voilà, à un moment donné, je faisais ça et je vais arrêter complètement. Non, tu vas avoir tes chiffres qui vont tomber. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu parles vraiment d'organisation. Sur ces 4 personnes que tu targetes, souvent le problème que moi j'ai pu constater, ou même que j'ai pu avoir de mon côté, c'est, ok, je commence par qui, première chose, et à partir de quand je passe à quelqu'un d'autre. Justement, cette peur de se dire, bah, en fait, peut-être que j'ai démarché la personne, j'arrive pas à avoir une accroche, comment je passe à l'autre personne, mais comment je passe à cette personne de manière intelligente, avec, bah, du coup, je pense qu'il y a peut-être, je sais pas comment toi tu fais, Ok. mais j'imagine que tu as, un mindset aussi également, de résilience, mais aussi également de créativité pour pouvoir savoir comment tu passes de l'un à l'autre sans frustrer, sans agresser les autres en se disant, voilà. Après, pour être transparent avec toi, moi, il y a beaucoup de choses que je fais de manière assez intuitive. Donc, Mhm. moi, c'est assez challengeant justement de pouvoir expliquer un peu ce que je fais. Du coup, ça me demande de Ok. l'effort parce qu'en fait, je le fais Très bien. intuitivement, tu vois. Ok. Mais du coup, c'est un bon exercice de le faire parce que du coup, ça me permet vraiment de prendre plus de recul, de hauteur, tu vois, et de conscientiser toutes ces choses. Mais en fait, eh ben, quand tu parles de contacter, par exemple, tel interlocuteur A et ensuite passer au B, tu parles de quand tu l'as eu le A ou quand tu l'as pas eu? Bah, en fait, justement, ce qui m'intéresse, mais ça se trouve, ta réponse, c'est écoute, je le fais de manière intuitive, hein, et ça, c'est OK. Mais du coup, en fait, c'est plutôt, tu vois, quand tu as un compte, bah, on va prendre un compte, on va dire, imaginons, j'ai envie de targeter, vas-y, le groupe FH. Je sais pas pourquoi c'est ça qui est venu dans ma tête. Le groupe FH, OK, je suis sur une target, on va dire que j'ai un DAF.
J'ai un CEO et on va dire que j'ai un CEO. Du coup, je les ai identifiés, etc. La problématique de dire en fait, ok, par qui je commence? Est-ce que c'est par rapport aux recherches que tu as faites ou parce que tu te dis, bah en fait, cette personne-là, j'ai l'impression que ce sera plus simple de la voir, etc. Ou est-ce que c'est complètement random? Bah écoute, c'est le premier qui est dans ma liste parce que c'est ma routine, je sais que je dois appeler cette personne, etc. Et après, effectivement, bah, quand t'as pas eu la personne, et tu t'es acharné, hein, tu as fait 6, 7, 8, 9 calls, etc. Pas de réponse à tes emails, pas de réponse à LinkedIn, etc. Quand est-ce que tu décides de passer à une autre personne? Voilà. Ok, très clair. Bah écoute, déjà ça dépend, même quand je parlais moi de 4 personas dans un compte, c'était plus on va dire une moyenne, on va dire des comptes mid-market. Ok. Après pour des gros comptes, typiquement des boîtes du CAC 40, je dis n'importe quoi, Alten, CG, d'autres boîtes très grosses, ça peut être 10 employés que je mets dans mon mapping, voire même plus, parfois ça allait même parfois jusqu'à 15-20, parce que je mets, c'est pas marrant en vrai, c'est pas marrant du tout, mais je me dis au moins je le fais, c'est bon. Comme ça, au moins, dès que j'attaque ce compte, j'ai toutes les infos, je sais qui je vais contacter, je regarde son profil LinkedIn, si jamais je tombe sur un truc intéressant, trop bien. Mais du coup, moi, comment je fais, c'est que, bah, du coup, nous, nos personnages vraiment purs et durs, ceux qui s'occupent de la partie négociation des logiciels SaaS dans les Ouais, vous boîtes, avez une souvent, personne bien voilà. spécifique. Ouais, Souvent, ok. c'est les directeurs financiers dans les startups, Ok. ou sinon, ça va être le CTO, et sinon, bah, ça va être côté co-founder directement. Et moi, bah, du coup, j'appelle essentiellement des CFO ou des CTO. Mais dans des boîtes un peu plus staffées, je sais pas, j'ai un lien, j'aime bien les échanges que j'ai avec les directeurs des services informatiques, dont les DSI. Donc, je vais privilégier les DSI. Et Ok. surtout, c'est leur sujet, tu vois. Et en plus de ça, j'aime bien parce qu'en fait, ils sont très straight to the point. Donc, ça va très bien avec ma manière d'aborder mon call, tu vois. Où en fait, eh Ok. ben, je suis très straight to the point. Et très straight to the point, mais je tiens à ajouter que j'essaie de vraiment être très souriant, très friendly, mais en même temps, tu vois, très proactif dans ma manière de gérer le call. C'est-à-dire que je vais pas être dans la réaction, mais vraiment essayer de leader le call à fond, mais tout en respectant ma personne et en étant empathique, c'est-à-dire que je vais vraiment essayer de l'écouter et essayer de réagir par rapport à ce qu'il me dit et pas de forcer, tu vois. De vraiment être dans la collaboration, dans le win-to-win. Et du coup, bah, si je contacte, avant, on n'avait pas forcément beaucoup de moyens, donc j'allais capitaliser à fond sur le seul numéro que j'avais pris sur Casper Lusha. Maintenant, comme il y en a plusieurs, bah, si j'appelle pas, déjà moi systématiquement, j'appelle 2 fois d'affilée. Tu vois, parfois, on dit oui, bah t'es gêné, pourquoi t'appelles pas? Non, c'est pushy. Bah moi je me dis, bah mec, en fait, tu as une solution qui peut lui servir. Bah là, peut-être qu'il est occupé ou quoi. Ou si jamais, souvent, la personne ne rappelle pas, il va dire, ah, c'était pas important, ou c'était, je dis n'importe quoi, les appels pour le CPF, ou je dis maintenant. Exactement. Moi, je suis team à appeler 2 fois. Je suis Ok, team à appeler deux super. fois. Je suis team à appeler 2 fois parce que, mais pas pour, mais parce qu'en fait, en vrai, je regarde ma propre manière de faire. À part si c'est ma mère, mon frère, ma sœur, etc., à qui je réponds directement, 90% du temps, même des gens que je connais et que j'aime bien et qui ont leur nom, je leur réponds pas au premier call, tu vois. Et s'ils insistent, je vais dire ok, là c'est important, ils insistent, etc. Ok, Si tu m'appelles une fois et puis après tu m'appelles dans 2 semaines, je me dis bon bah je t'appellerai quand j'aurai du temps, tu vois. Mais donc ouais, c'est ça. moi je suis plutôt team aussi 2 fois. On est de la même team alors. Et du Mm. coup, bah, moi, j'appelle systématiquement 2 fois parce que, comme je te l'ai dit, ça revient à ce que j'ai dit précédemment. C'est en mode, j'ai de la valeur à t'apporter potentiellement que j'ai identifié. Maintenant, viens en échange pour voir si vraiment il y a des synergies et pour déterminer s'il y a un vrai potentiel ou non. Tout simplement. Et donc, en fait, eh ben, j'appelle toujours 2 fois. Et si jamais la personne ne répond pas, bah, j'appelle l'autre personne. Et parfois, si j'appelle une personne mais qu'elle répond plus, moi, ça m'est déjà arrivé, en gros, d'appeler le CEO, de dire, bah, écoutez, il y avait une communication avec un tel. C'est même pas pour mettre un coup de pression, mais c'est juste dire, bah, il y avait un vrai sujet. Et en gros, bah, le CEO, il dit, bah, si je peux optimiser mes coûts, etc., bah, en fait, je comprends pas pourquoi il te répond pas. Et du coup, moi, à Mm. plusieurs reprises, j'ai réussi à débloquer des situations où justement, bah, j'avais un échange poussé avec une personne qui me répondait plus pour X ou Y raison. Et ensuite, je sollicitais une autre personne qui justement avait relancé la dynamique de l'échange avec ce compte-ci. Ok, Mais pas très très forcément de méthodo, c'est plus, on va dire, Ouais, vraiment mais c'est l'intuition. très bien parce que parfois trop de méthodos tue l'efficacité. Donc c'est aussi bien qu'on entende en fait qu'il y a des gens qui ont des très très bons résultats parce que parfois on peut exagérer avec. On voit souvent sur LinkedIn des espèces de workflows hyper compliqués, etc. Parfois
tout n'est pas compliqué. Il y a juste quand même des trucs sur lesquels on a compris là, ce que tu as pu dire sur la première partie. Là, il y a des choses qui sont hyper importantes, qui est notamment la recherche, le mindset et le fait d'être over-préparé pour pouvoir en fait avoir cette flexibilité et savoir exactement ce que tu vas faire à quel moment. Tu as Exact. beaucoup Juste parlé de petite chose code. à ajouter, c'est en Vas-y. gros, tu vois, par exemple, quand j'identifie les quatre personnes, bah justement, quand je regarde en diagonale un peu leur profil, parfois il y a des personnes qui vont rien mettre dans leur bio, mais il y en a qui vont mettre pas mal de détails. Et du coup, moi, j'ai eu pas mal de personnes que j'ai identifiées parce qu'ils mettaient, voilà, budgétisation DSI, achat, renouvellement logiciel SaaS. Du coup, c'est totalement en fait la target. Et là, Ouais, bah, clairement. pourquoi je contacte elle? Bah, parce qu'il y a ça, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais, carrément. Ouais. Euh, Il y a une question que je voulais te poser, c'est qu'en fait, tu as pas mal de call-call. Toi, aujourd'hui, c'est ton principal moyen d'aller chercher des rendez-vous. C'est la partie call, c'est la partie email, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du multicanal? Ouais, bah, en fait, moi, j'essaye de faire du multicanal, mais après, je suis vraiment pas du tout bon dans le multicanal. Donc, c'est vraiment quelque chose à capitaliser. Après, je trouve de manière même plus générale, rares sont les personnes ou les boîtes qui maîtrisent ce multicanal, tu Ouais. vois. En fait, c'est ça qui est Déjà, très difficile, c'est d'être très bon en call, très bon en mail, très bon en setting. ouais, c'est ça. Et Ouais, puis même un mélange encore aussi avec de l'inbound, ouais. plein de choses, tu vois. Mais Faire en du gros, contenu, comment? faire du contenu Ouais, faire du pour attirer des contenu, faire targets. du podcast. Par exemple. Non, mais c'est vrai. Je Non, pense que dans quelques temps, enfin, je pense que des sales. Je crois qu'il y a une personne que je connais d'une boîte, je crois que c'est Payplug, qui a développé une newsletter, mais qui est extrêmement nichée, hein, parce qu'ils sont sur le paiement, c'est une solution de paiement. Et je crois qu'il a monté un Substack et je crois qu'il a 500 personnes, mais tu vois, les 500 personnes qu'il doit avoir, quoi. Et c'est hyper. Alors, c'est du contenu hyper high level, tu vois, parce que souvent, il y a du contenu pour 0 to 1, tu vois, mais alors, ouais. il y a rarement du contenu pour les gens qui sont déjà bien installés, qui ont vraiment envie d'apprendre des trucs. Donc, ça ne concerne pas, tu n'es pas influenceur, quoi. Sauf que le gars, en fait, bah, il a tellement, en fait, tout le monde, qu'il a des targets que la boîte, qui génère quand même pas mal de leads, hein, c'est pas n'importe quelle boîte, mais que la boîte n'arrive pas à avoir, que lui arrive à avoir. Juste parce qu'il a cette démarche, et bah, évidemment, ça lui fait plaisir, il aime faire du contenu, mais tu vois, c'est intéressant où en fait, ce type-là, il s'est créé son propre asset en fait de prospection, quoi. Ah ouais, mais carrément, de toute façon, même, genre, même sans forcément te lancer des fleurs à toi, moi je t'avais découvert il y a plusieurs années à tes débuts, et maintenant là où tu en es là, il y a une évolution de fou. Et moi, par exemple, Merci. dans les podcasts sales que j'écoute, bah enfin tu es la personne que j'écoute le plus, tu vois. Chaque vendu ou maintenant Conisum, tu vois. Ça fait Et plaisir. vraiment. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça marche du coup, en vrai, la création de contenu. Après, ça demande beaucoup de temps, c'est un travail plus sur le long terme, Ouais, c'est ça un nécessite travail de long terme, énormément ouais. d'efforts. Et en tout Mm. cas, big up à toi. Bah, merci, merci beaucoup. Mais Mais du sinon, coup, ouais. tu disais, ouais, sur la partie, on va dire, euh, cross-channel, moi, je suis pas très bon. Je capitalise sur la partie call parce qu'en fait, je me dis, sur 1 heure de temps, je peux contacter un maximum de personnes. Et en plus de ça, j'ai des retours terrain, que ce soit pour moi ou la partie Mm, marketing, growth, etc. Où en fait, bah, sans nous, ils peuvent pas comprendre les réalités du mm. terrain, qui modulent, qui échangent, qui évoluent tout le temps. Et du coup, bah, je préfère me dire qu'en 1 heure de temps, je peux potentiellement contacter 30 personnes, avoir 15 échanges, et même si j'ai pas de rendez-vous, bah, moi, ça me permet de bah, comprendre leurs enjeux, leur contexte, leurs besoins, et ensuite justement de créer une timeline entre différentes boîtes, des personas où je les recontacte à tel moment, où j'arrive en mode sniper, c'est le bon moment, je sais, parce qu'on a échangé il y a 3 mois, tu m'as dit de revenir à tel moment. Et du coup, moi, je capitais surtout sur ça. Les emails, moi, j'étais trop nul en copywriting parce que je mettais trop d'infos, tu sais, en mode moi, j'ai besoin de comprendre tout, d'assimiler tout. Du coup, j'étais dans la logique de moi, comment je fonctionne. J'ai besoin d'avoir le maximum d'infos. Or, ça marche pas comme ça. C'est un Mm. email, une idée. C'est un peu le copywriting avec genre l'emlist. Ouais, Ou, 50-60 mots max, voilà, etc., c'est ça. etc., J'ai quoi. beaucoup appris avec Alexis Martial aussi Ouais. d'ailleurs, ou Théo, notre growth lead. Et du coup, ça, j'essaye de mettre en œuvre, d'apprendre. Et LinkedIn, pareil. Donc, j'essaye, avec mes très peu de moyens, de mettre en place une prospection multichannel. Mais surtout, en fait, eh ben, vraiment, plus de 80%, c'est de l'appel, quoi. C'est de l'appel, quoi. Et en plus, je pense que sur le mid-market et sur le grand compte, en tout cas, c'est une approche qui marche plutôt bien, généralement, sur ça, parce qu'ils reçoivent, enfin, ils sont spammés d'emails. Justement, du coup, donc, tu as parlé pas mal de ton organisation. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les histoires de mindset, parce que tu as beaucoup parlé de ce que tu faisais.
professionnellement, mais tu as été aussi également sportif de haut niveau. Je crois que tu es musicien aussi également de haut niveau. Genre, Musicien de haut niveau. tu fais quoi comme instrument? En fait, j'en fais plus trop là, enfin même Ok, quasiment plus. Je suis saxophoniste de ok, base. Je fais ok. mes classes au conservatoire. Et du coup, à mes heures perdues, j'aime bien faire le DJ. Et Ouais, c'est sinon, ça. DJ, saxophoniste, ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui sales. Faut pas être ton petit frère ou ta petite sœur, hein, c'est une grosse pression. Mais du coup, euh, justement, j'imagine que t'as beaucoup parlé un peu de la manière dont tu fonctionnes. Aujourd'hui, quand tu as ces personnes au téléphone, puisque tu as dit tout à l'heure, oui, moi j'essaie d'avoir une approche très friendly, etc. En même temps, moi ce que j'ai envie de te répondre, c'est ok, mais on est en France. En France, c'est un pays quand même très conservateur. Il y a des règles, il y a le vous, il y a des manières d'aborder. On n'est pas aux États-Unis ou même en Italie. Moi, enfin, je parle italien et j'ai déjà pas mal aidé des équipes commerciales en Italie. Et du ok. coup, en fait, en Italie, tu peux avoir des discussions vraiment littéralement de 10 minutes avec des gens parce que voilà, c'est pas le même mindset. Pareil en Espagne. Mais en France, en fait, il y a quand même voilà, une manière de prospecter à la française. Comment tu arrives à avoir des conversations un peu naturelles et typiquement, comment tu arrives à désamorcer, en fait, parfois le moment un peu où tu sens que c'est tendu, quoi. C'est quoi tes petits trucs? Est-ce que tu te sers un petit peu est-ce que tu vas sortir un peu de route ou tu vas vraiment rester par rapport à tes recherches, comme tu nous disais? C'est que ça se matérialise comment, ce côté friendly? Alors en fait, moi, auparavant, j'avais cette tendance à vouloir trop bien faire. Un peu l'élève, le bon élève, tu vois. Mm. Élève, le premier de la classe. Donc quand j'étais amené à échanger justement avec des interlocuteurs haut placés dans une entreprise, j'allais faire en sorte d'avoir un niveau de langage qui était très élevé, mais peut-être beaucoup, enfin pas peut-être, qui était beaucoup trop formel, avec des mots de vocabulaire beaucoup trop complexes. Et puis j'allais mettre ces personnes sur un piédestal parce qu'en fait je manquais de confiance en moi, je manquais de confiance en moi tout simplement. Alors qu'aujourd'hui en fait je prends confiance en moi, je me dis voilà, comme j'en parlais parfois avec mes collègues ou d'autres personnes, en fait là tu juste appelles un mec, tu vas essayer de prendre un rendez-vous, si tu l'as pas, c'est pas grave, tu vois. En gros, Mm. c'est pas grave. Du coup, tu démystifies, on va dire, l'importance de la chose. Bien sûr, nous, il faut qu'on prenne du meeting qualifié, mais en fait, essaye de prendre plaisir. Tu vois, si jamais tu prends pas de plaisir, bah, il faut changer. Du coup, Mm. bien sûr, comme tu as dit, il y a la routine, il y a plein de choses qui sont redondantes, mais essayer de gamifier la chose, de créer un petit peu d'apporter un petit peu de créativité, d'apporter de la bonne humeur. Moi, mon but, c'est vraiment de me dire, je veux faire passer un bon moment à mon interlocuteur. Peu importe si ça dure 30 secondes, 1 minute 30. Et moi aussi, dans le même temps, j'allais passer un bon moment. Donc, je vais être souriant, jovial. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Donc, je vais essayer de regarder le côté plein du verre à chaque fois. Et du coup, lui dire, bah voilà, être très souriant, mais en même temps très punchy, apporter beaucoup de rythme et quand ça s'appelle me mettre à sa place, comprendre qu'il a des enjeux et peut-être même les verbaliser, savoir que je sais que je le dérange, mais en gros que l'idée c'était vraiment de se prendre un petit rendez-vous. Et du coup, bah, je me dis, voilà, je parle, j'essaie maintenant aujourd'hui dans une dynamique totalement différente où je vais essayer de vulgariser un maximum mon propos, être le plus simple possible. La conversation que j'ai avec le dirigeant d'une boîte du CAC 40, c'est une discussion que je pourrais avoir avec, je sais pas moi, un gamin de 8 ans, il pourrait la comprendre. C'est ça qui est important. Et même les notions complexes, du coup, de les simplifier et du coup d'arriver à échanger de manière très fluide. Et donc, comme je t'ai dit, moi, le but, c'est, j'essaie toujours de valider un minimum de temps. Si jamais j'ai pas validé son temps, je parle pas, en fait. Tu vois, Mm. je parle pas parce qu'en fait, ça sert à rien. Tu vas parler dans le vent, tu uses de Ouais, l'énergie. tu essaies de forcer. En fait, c'est le côté forceur, hein. Moi, je sais que je suis pas fan parfois de techniques que je vois sur Internet où en fait tu parles. C'est celui qui parle le plus vite, un peu comme parfois des gens à la télé qui parlent vite pour faire passer leurs idées. Sauf qu'en fait, tu forces la personne. Elle a rien compris, elle est pas, etc. Moi, j'aime bien appeler cette période-là quand tu commences en fait un peu un call qui est un peu comment je désamorce le malaise. C'est-à-dire, il y a un Exactement. malaise, il y a une personne qui en ce moment, tu la déranges comme nous, genre. Moi, tu m'appelles, j'ai envie de raccrocher, c'est normal. J'ai envie de te dire non, en fait, non. J'ai envie de jeter mon téléphone, etc. Et donc, du coup, je me dis, bah, comme tu as dit, il faut avoir beaucoup d'empathie. Tu te dis, bah, les gens que j'appelle, ils sont dans le même mood. Qu'est-ce qui ferait que je garde le téléphone? Bah, je pense que tu t'as donné des éléments de réponse, souriant, avoir du rythme, avoir l'impression que la personne en face, elle sait ce qu'elle veut, donc elle va pas me faire perdre mon temps. C'est des petits trucs, mais qui passent très très vite dans la tête, hein. Et Ouais, donc, tu vois, par exemple,
sur le call call, bah moi par exemple, comme je t'ai dit, moi les podcasts sales, bah c'était toi, mais par exemple pour le call call, un peu moi la personne que j'aime beaucoup, c'était Enzo Enzo? Colucci, que j'aime encore beaucoup, c'est Enzo Ouais, Colucci. c'est pas ce bon genre. J'adore, j'adore parce qu'en fait, c'est, il a une approche très transgressive des choses et pas du tout à la française. Et moi justement avant j'étais trop calibré à la française et moi aujourd'hui je suis beaucoup plus transgressif, mais transgressif en étant bienveillant, empathique, souriant. Donc en fait t'as pas à rougir, avoir honte d'être transgressif, de pas appliquer les méthodes, on va dire, formalisées, parce que sociétalement, dans la société française, ça se passe comme ça. Mais du coup, bah, d'apporter, on va dire, une évolution, tu vois, c'est une ère différente. Ça veut pas dire que, voilà, on n'est pas obligé d'être habillé en col blanc, en chemise, etc. Tu peux être habillé en t-shirt, avoir une casquette, mais très très bien parler, être beaucoup plus poli, beaucoup plus respectueux que quelqu'un en col blanc, tu vois. En fait, c'est plus le fond que la forme. Et du coup, même que la forme, on va dire, dans la manière de s'exprimer, c'est plus, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, si jamais je demande à quelqu'un comment ça va, s'il me le demande, bah, c'est tellement rare pour le signifier, je vais dire, bah, je dis n'importe quoi. Bah, écoutez, c'est tellement rare qu'on me pose la question, bah, je vais très bien, même si c'est un petit peu difficile, c'est le retour des vacances, il y a beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, ça va, il y a pire dans le monde actuellement, tu vois, des trucs comme Mm. ça. Et du coup, en fait, ça allège, on va dire, le moment de malaise, comme tu dis, il est passé. Et après, tu dis, bah voilà, écoutez, pour être totalement franc et direct, le but, c'est de prendre un rendez-vous. Est-ce que vous m'accordez une minute pour expliquer pourquoi, en fait, Pourquoi ben, j'ai envie c'est... de prendre un rendez-vous avec vous, etc., etc. Et ouais, pour qu'en fait la personne elle soit pas surprise. Parfois, on a des gens qui disent ouais, est-ce que c'est un appel de... Parce que c'est vrai que le côté parfois des méthodes qu'on a appris, comme tu disais tout à l'heure, où on tourne autour du pot, etc. Le problème en fait de ces techniques-là, je pense qu'à un moment donné, elles étaient valables. Sauf qu'on est arrivé à un truc où les gens sont tendus. Aujourd'hui, ils sont tendus. C'est un appel de prospection ou c'est pas un appel de prospection? Genre voilà. Et donc, du coup, je pense que en fait, les gens, maintenant, ils veulent revenir un peu à une authenticité de bon, bah, ok, voilà. Ce que je veux, c'est ça. C'est comme, tu vois, un peu les approches qui pouvaient marcher à une époque, encore une fois, sur le setting, tu vois, où tu pouvais dire. Alors, ta boîte, elle fait quoi? Et en fait, c'est tellement déceptif. Moi, je le vois moi-même. Quand tu as quelqu'un qui te dit, moi, ça m'arrive, hein, donc il y a des moments où c'est 90% du temps, c'est sincère, mais des fois, ça Ouais. m'arrive où j'ai quelqu'un qui va me dire, ton podcast, il est incroyable, etc., etc. Et donc, tu réponds, bah, moi, je suis poli, même si j'ai beaucoup, beaucoup de messages, je suis poli, je réponds à tout le monde. En tout cas, j'essaie toujours de me prendre un moment. Et donc, j'écris. Et après, tu vois, la personne, elle veut te vendre un truc. Et c'est tellement déceptif. En fait, c'est sûr qu'avec 70% des gens, tu vas rien vendre. Parce qu'en fait, tu m'as déçu, en fait. On n'a même pas commencé la relation. Que... Ouais, Après, je me ouais. dis, bon, t'es en train de tricher, t'es en train de me mentir. Ça me saoule. Donc, même si t'avais quelque chose d'intéressant à me donner, ça va me saouler. Moi, je te dis, j'ai vraiment, littéralement, il y a une situation qui m'est arrivée comme ça. Et du coup, ça me permet en fait de me dire, bah, en fait, qu'est-ce que je dois faire avec mes prospects, tu vois? Parce que si Ouais. moi je l'ai vécu comme ça, c'est que mes prospects aussi. Et je suis partie, le mec avait une solution qui m'intéressait plus ou moins. Mais en fait, vraiment, je suis partie littéralement choisir la solution concurrente. Parce qu'en fait, il m'a saoulé. Je me dis, mais jamais en fait. Parce que je trouve que ton approche, elle était pas clean. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent peut-être quelque chose de, ok, c'est A ou c'est B, quoi. Soit tu es en train de me parler parce que tu as vraiment envie d'avoir une conversation avec moi, ça t'intéresse vraiment ce que je fais. Et dans ces cas-là, on reste dans ce registre-là. Mais viens pas me demander ensuite, tu fais vraiment du réseau. Donc là, LinkedIn est utilisé pour faire du réseau ou tu peux faire, voilà. Soit tu Mhm. veux faire du rendez-vous, dis-moi ce que tu veux, quoi. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien faire, je sais pas si tu le fais, mais j'aime bien quand je commence à prospecter pour une boîte. Ce que Ouais. j'aime bien faire, c'est prendre en fait des gens qui sont dans mon réseau. Bon, j'ai de la chance d'en avoir de plus en plus qui ont des postes qui sont C-level et leur dire bon bah voilà, je dois targeter des gens comme toi. Voilà mes approches, voilà mes mails, voilà mes trucs. Qu'est-ce que t'en penses? Et parfois, souvent, en fait, non, 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 mais franchement, j'ai pas le temps de lire ça. Rentre vite fait dans le vif du sujet. C'est souvent ça, en fait, qui est dit. Donc, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Et c'est Voilà. trop smart comme approche, du coup, d'avoir la chance comme toi, d'avoir ce réseau, du coup, d'avoir cet accès à ces gens. Mais trop, trop smart, parce qu'en fait, bah, du coup, tu as la réalité du terrain sur ces cibles. Et du coup, tu peux les moduler. Ouais, c'est trop bien. Bah, du coup, en fait, juste pour, parce que tu me disais que tu es sur la partie DSI, plutôt CTO, parfois j'ai le réseau, parfois j'ai pas le réseau, ou parfois j'ai le réseau, mais ça fait longtemps que je l'ai pas. Donc, typiquement, moi, pour ceux qui savent pas, avant d'avoir monté ma première boîte, j'ai travaillé à Epitech. Donc, je m'occupais de trouver des stages aux jeunes. Donc, j'avais quand même bah, du coup, plein de CTO qui sont devenus CTO de belles boîtes, etc. Et donc, dernièrement, j'ai dû prospecter pour une boîte qui était vraiment dans la tech. Et donc, du coup, bah, en fait, j'avais pas vraiment activé ce réseau. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des gens sur LinkedIn avec qui j'étais en connecté. Parce qu'en fait, il y a plein de gens sur LinkedIn où on est connecté avec des gens, mais depuis. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté en disant écoute, on a été connecté en 2000 et quelques, 2000, 2013, parce que, souviens-toi, je bossais à Epitech et je gérais ça.
Actuellement, je suis en train de commercialiser une nouvelle solution, etc., qui s'adresse, etc. J'ai besoin de feedback pour pas faire n'importe quoi. Et en gros, moi, j'avais un peu un truc d'humour. Je sais que les techs, vous aimez pas trop les sales. Et généralement, ça faisait rire. C'est vrai, vous êtes des enfumeurs. Et donc, du coup, est-ce que tu as 15 minutes juste pour me dire, en fait, quelle est l'approche que je devrais avoir? Et du coup, ça me permet d'avoir généralement 10 calls, tu vois, je ne pas plus. Et c'est vraiment game changer parce qu'ils te disent, non, franchement, ça m'intéresse pas. Ça t'arrive, ça sent. En plus, surtout ces profils-là, ils te disent c'est bullshit, etc., etc. Donc, ouais, même quand tu vois, j'ai pas forcément des gens que je connais en mode pote, Ok. on a toujours des gens dans notre réseau LinkedIn pour une raison ou une autre. Je sais pas pourquoi ils nous ont ajoutés. Et parfois, on a plein de gens, on n'en fait rien, mais ces mecs-là, ils sont connectés avec toi, hein. Ah, c'est vrai, mais après, c'est juste, Donc, voilà. c'est l'éloge de l'audace. Voilà, c'est ça. Après, moi, je me dis, si t'as pas envie de me parler, bah déconnecte-toi de mon LinkedIn, c'est quand même, on est en connexion. Et après, je me dis, tu vois, c'est une approche qui est pas. Je te vends pas quelque chose, je te demande du feedback. Et pour moi, c'est le rôle que doit avoir un réseau social. On est que dans le rôle de ce que doit être LinkedIn. Il y a plusieurs rôles de LinkedIn. Il y a faire du contenu, il y a faire du démarchage, mais il y a aussi ce rôle-là de se dire, bah, on est un tout. Moi, je suis commercial, il y a des CMO, il y a des techs, etc. Est-ce qu'on peut pas s'apporter parfois des trucs? Bah voilà, j'essaie même, tu vois, ça m'est déjà arrivé, je vois que tu es connecté avec telle personne, ça te dirait de me mettre en relation. Après, évidemment, les gens, il faut leur apporter un peu de matière, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'aimerais qu'on parle d'un sujet, et on va parler encore de mindset, etc. Tu vas évoluer vers un job de full cycle. Tu passes de full cycle, parce que tu as été un excellent BDR, hein, voilà. J'aimerais déjà que tu me dises en fait déjà ce que tu penses de cette promotion, déjà, entre full cycle. Et c'est quoi pour toi les avantages justement d'être un sales full cycle et pas juste BDR, de pouvoir continuer la prospection. Et après, j'aurai d'autres questions. Ok, ça marche. Bah écoute, là, je suis actuellement en pleine transition depuis le mois de novembre. Je serai normalement sur les papiers opérationnels à 100%, on va dire à partir du mois de février, donc dans quelques semaines. Et qu'est-ce que j'en pense de cette promotion? Bah c'est cool, c'est gratifiant. C'est-à-dire que on reconnaît le travail bien fait et qu'on me fait suffisamment confiance pour me dire que voilà, sur un périmètre d'activité qui est changeant avec beaucoup plus de choses, et bien que je sois en mesure potentiellement d'y parvenir. Donc c'est top. Sinon, au niveau de Comment tu comme tu appréhendes la partie organisation, etc., d'aller chercher des rendez-vous et d'aller closer des deals? bah là, je t'avoue que depuis 2 semaines là, j'ai jamais vécu depuis que je suis à Najar là des semaines aussi intenses, vraiment de manière aussi intense. Mais voilà, c'est parce que voilà, il y a la transition, il faut apprendre beaucoup de choses, il faut assimiler beaucoup de choses dont j'avais pas du tout l'habitude de faire en fait, que je faisais pas. Et comment je l'appréhende? Je l'appréhende avec confiance. Parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie. Je te dis ça pas, non pas par arrogance, hein, mais vraiment Hmm. parce que je travaille T'es mon optimiste? Ouais. voilà, je suis optimiste, mais non pas un optimiste irrationnel, un optimiste pragmatique, c'est-à-dire que je sais comment je suis mentalisé, qu'est-ce que je veux mettre en place et qu'est-ce que j'essaye jour après jour de mettre en place, tu vois. C'est pas juste je suis optimiste, c'est je suis optimiste parce que je mets en place un environnement qui me permet de l'être et du coup de l'être davantage jour après jour parce que ça conforte, on va dire, cet optimiste parce qu'il y a des choses qui disent ok, t'es sur la bonne direction. Et du coup, je le vois avec confiance. Moi, le bémol que j'ai, c'est comme j'ai des ambitions assez élevées où je veux surperf, bah, en fait, c'est ça qui est très challengeant pour moi. Mais sinon, Je je crois que suis, je crois que tu t'es mis un objectif beaucoup plus élevé que celui que t'as donné Najar, je crois. C'est ça? ouais, je me suis donné je vais le déclarer officiellement, c'était de faire 150% par quarter, tu vois, et donc sur l'année. Et sinon, comment je l'apprends? Je suis trop content parce que à plein de reprises, nous les BD, on en parlait justement entre nous. On disait ah purée, j'ai eu un trop bon contact avec Xavier ou avec Philippe, avec Joséphine, j'ai n'importe quoi. Et en fait, eh ben, bah, on le fait passer à l'AE. Et du coup, on n'a plus de contact en fait. Tu vois. Hmm. Donc en fait, c'est Ouais. frustrant parce que tu as créé vraiment un lien même pour l'autre personne. Tu sais, ça se trouve, elle t'a kiffé. Et du coup, bah là, moi, je vais avoir la totale, on va dire, le total contrôle sur mon agenda. Donc, en fait, je peux booker le meeting à n'importe quel moment. Moi, dans l'idéal, eh ben, j'aimerais bien faire des meetings que l'après-midi, le matin, c'est que le travail de fond, tu vois. Je sais plus où j'avais vu Prospection, ça, mais je sais que etc. c'était assez smart. Ouais, c'est smart, ouais. Et du coup, C'est smart aussi bah, pour la concentration, parce que je sais pas si t'es comme ça, mais en fait,
moi, l'après-midi, j'aime bien chit-chat. Et donc, le sales, pour moi, c'est pas du chit-chat. Les gens, ils vont se dire, non, c'est pas que. Mais si, c'est de la conversation. Donc, du coup, j'ai beaucoup moins de concentration, de focus à avoir. Alors que la prospection, c'est quand même c'est quand même quelque chose de mental et où il faut avoir. Enfin, il faut toute son énergie parce que parfois, tu t'envoies. Enfin, on peut dire que c'est génial, etc. Mais il y a des moments où tu te fais envoyer balader. Donc, il faut essayer de trouver les ressources pour retrouver le focus, garder le cap, etc. Donc, moi, je trouve que c'est smart ce que tu fais, quoi. Ça. Je sais plus où j'avais vu ça, mais totalement calibré et aligné avec ce que tu dis. C'est plus dans ce côté, voilà, énergie du matin, Mm. t'y vas, focus. Et justement, bah, moi, je suis quelqu'un de très désorganisé et en plus de ça, de base, très défocus. Mais je pense un petit peu le syndrome qui est subi par l'ensemble des gens actuellement dans la société. Mais du coup, c'est ça. Et trop content d'avoir bah, la chance de pouvoir continuer la discussion, de creuser sur le contexte de la boîte, sur leur pain, et aussi de mieux appréhender et mieux comprendre mon interlocuteur, si jamais c'est un champion ou si c'est la bonne personne, pour voilà. Trop bien. Et du coup, tu vas être appuyé, alors parce que c'est un gros sujet, en ce moment, c'est une grosse tendance, c'est pour ça que je te pose la question. Le fait que de plus en plus, on essaye de casser un petit peu cette barrière entre BDR et sales, et donc du coup d'avoir des profils full cycle. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans beaucoup de boîtes, les gens vont dire, bah, on va prendre les AE et on va les transformer en full cycle. Là, on a pris un BDR et on le transforme en full cycle. Je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, en fait, ma question, c'est, je sais, parce que c'est pour ça que je te pose la question, parce que je le sais, j'ai parlé avec Alexis, j'ai parlé avec Paul, etc. Donc, je sais qu'il y a quand même un environnement où tu ne seras pas tout seul, du coup, pour gérer quand même toutes ces tâches, etc., parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Euh, c'est quoi ton travail avec les autres qui te semble vraiment important et qui vont te permettre justement de réussir et d'atteindre ces 150% de target, en fait, avec la... Pression, la pression. Euh, du coup, bah, nous dans la boîte, pour donner un petit peu comment c'est staffé, on est aujourd'hui une team de BDR de 6 BDR. Moi, je serai le deuxième Inside Sales après Ok. Valentin, qui était le premier. Et du coup, il y a 5 AE. Comment ça se passe? Bah, en fait, moi, comme je suis très friendly, etc., dans mon approche, dans ma prospection, mais dans la vie de tous les jours aussi. Je suis quelqu'un de très friendly, très abordable, puis quelqu'un de ultra curieux. Donc, en fait, que ce soit professionnellement parlant ou humainement parlant, c'est quoi ton background de vie, c'est quoi tes peurs, c'est quoi tes envies, etc. Je suis très curieux, donc je crée du lien très facilement. Mhm, Et comme j'essaye de demeurer dans une authenticité et d'être honnête, bah, je crée encore plus de liens, tu vois. mhm. Et du coup, j'ai la chance d'avoir toujours un gars sûr ou quelqu'un de sûr dans la team, que ce soit partie growth, partie marketing, partie product, etc. Donc quand j'ai des besoins d'infos ou des besoins, bah, en fait, je sollicite, on va dire, cette personne. Ça peut être d'autres personnes de la team, mais j'ai toujours au moins une personne référente dans une team qui me permet justement de monter en compétences, de m'aider, par exemple, sur l'exécution de tâches que j'ai jamais faites, comme actuellement. Et petite dédicace à Oliver là, qui m'aide beaucoup sur la transition, sur toute la partie, on va dire, AE. Et donc voilà, j'ai toujours Donc un c'est peu les plus, deux. t'as des relais, market, etc., qui vont t'aider en fait à poursuivre ton truc. Donc on a parlé d'organisation, on a parlé de tes objectifs hyper ambitieux. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis plus en termes d'acteurs de cette communauté sales, parce qu'il y a toujours ce débat. Est-ce qu'on prend des full cycle, est-ce qu'on prend des BDR? Donc tu as un peu donné les éléments, toi, en disant bah, c'est un peu frustrant quand moi j'ai une bonne relation, je dois refiler ça à quelqu'un d'autre, etc. Mais en termes d'efficacité business, est-ce que tu penses que le fait d'avoir pendant quand même un bon bout de temps cherché des targets, etc., ça va te permettre de pouvoir être meilleur sur la partie closing, de comprendre en fait le fait de savoir en fait qu'est-ce qui a déclenché le fait que la personne veuille rentrer dans le funnel de Najar. Est-ce que tu penses que c'est un avantage compétitif par rapport à un AE qui reçoit en fait juste euh, le lead et avec toutes les informations qui vont avec et qui doit entre guillemets faire une démo ou faire un rendez-vous découverte, etc. Pas nécessairement. Tu Ok. vois, peut-être qu'auparavant, il y a plusieurs années, oui, parce qu'on n'avait pas les moyens actuels. Type je vais pas forcément les citer, on les connaît tous, mais tu vois, Ouais. des logiciels pour l'écoute d'appels. Et donc, on a tous les moyens. Donc en fait, un AE, même si il n'a pas été sur l'échange avec l'interlocuteur, il a la possibilité d'avoir toutes les informations sans avoir de perte. Donc je dirais non. Juste Ok. en fait, eh ben, moi je sais que le cold call, la prospection, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'apprécie pas parce qu'en fait, ça demande beaucoup de difficultés. Mm. Après, chaque métier a ses difficultés, mais
C'est complexe, il faut le faire pour comprendre, tu vois. Et moi, j'aime bien. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tu vois. J'ai pas envie de perdre ce truc, donc j'ai envie de continuer. Donc, je suis content d'être sur ce poste de biz dev cycle, full cycle, pardon. Mais je vois pas forcément d'avantages. Après, j'ai peut-être pas forcément suffisamment de Non, mais vision c'est hyper stratégique. intéressant parce que justement, les gens vont. Enfin, tu vois, il y a des trucs très tranchés et c'est bien d'entendre en fait parfois des choses qui vont pas forcément dans le sens. Moi, c'est parfois ce que je défends un peu. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant effectivement de le remettre dans une perspective, de dire ouais, ok, c'est vrai. Mais en vrai, il y a tellement d'outils aujourd'hui qui permettent de pouvoir avoir des informations que si le AE, à condition que si le AE fait vraiment le job d'aller consommer en fait ces informations-là, au final, il peut acquérir en fait le même niveau de connaissances que le billard. En fait, je Ouais. pense que c'est pas game changer pour l'AE, tu vois, par rapport à un BizDev full cycle. C'est plus game changer, en fait, par rapport à la boîte. Par exemple, si moi et toi, demain, on ouvre notre boîte, bah, en fait, je préférerais privilégier deux BizDev full cycle qui sont trop chauds, call et AE, qu'en fait, avoir une team, justement, bah, des BDR, des AE, tu vois. Mais bon, il n'y en a pas forcément beaucoup, je pense, des profils qui sont chauds sur les deux Sur les domaines. 2, c'est compliqué, ouais, Et effectivement. donc, c'est Et ça. après, ça dépend aussi du panier moyen où tu as des targets qui te demandent de beaucoup plus bosser dessus. Mais en fait, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de t'inviter parce que parfois, il y a souvent cette croyance de dire oui, mais nous, on est sur du mid-market et du grand compte, donc on doit absolument avoir une organisation BDR et ce qui est parfois vrai, hein, voilà, et parce qu'il faut focus les AE sur des comptes, sur des cycles de vente parfois qui peuvent être longs. Mais en fait, tu peux aussi avoir un full cycle qui est sur du grand compte et qui fait toute la chaîne de valeur, quoi. Donc voilà. Je vais finir. On a beaucoup discuté, mais du coup, ce podcast, il est plus long que d'habitude. Je vais finir parce que je sais que tu as une capacité, enfin, tu mets beaucoup d'importance sur l'apprentissage continu. Et aujourd'hui, enfin, je pense que déjà, ça fait pas très longtemps, en fait, finalement, que tu es dans le milieu sales et tu performes beaucoup et voilà donc et t'es pas sorti d'école, tu vois, donc je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous dire un Je petit peu suis, euh, comment. je suis sorti d'école, mais Ouais, t'as fait une reconversion. Pour moi, j'appelle pas ça, quand je dis sortie d'école, c'est ouais, c'est quand c'est ta première formation initiale, c'était plus ça que j'avais en tête. ok. Mais du coup, je sais que tu mets beaucoup le focus sur la partie apprentissage continu. Euh, et on lit souvent, il fallait regarder, etc. Souvent, mais par contre, moi, je me suis rendu compte que j'avais des gens, quand j'avais des équipes, des gens qui le faisaient et des gens qui n'avaient pas du tout le temps de le faire. Comment tu t'organises pour justement continuer dans ton domaine parce qu'en plus, tu as plusieurs domaines de prédilection, tu as la musique, tu as le sport, etc. Mais pour toujours apprendre, donc je sais que tu écoutes des podcasts, mais comment tu l'intègres en fait dans ton agenda? C'est pas quelque chose que j'intègre, c'est pas planifié dans mon agenda, je vais écouter un podcast, etc. Mais je dis n'importe quoi, moi j'habite à Troyes, si jamais je vais à Paris, parfois le matin, bah, je vais écouter, je dis n'importe quoi, un podcast, je dis n'importe quoi, que sur le sales, ou même des podcasts de développement personnel, tu vois. Par exemple, des trucs Feel Better, Live Better, tu vois, genre j'aime bien en fait écouter des podcasts. J'aime beaucoup écouter de la musique et avant j'étais constamment avec mon cas, j'écoutais tout le temps de la musique, mais maintenant je fais en sorte d'être plus dans le moment T sans forcément de sollicitation. Et quand j'écoute, bah, j'aime bien aussi écouter des podcasts et j'ai pas de moment particulier. Juste en fait, eh ben, quand j'écoute des podcasts, s'il y a des trucs qui sont importants, je note. Maintenant, je suis team, je note tout. Tu vois, en gros, Ok, j'ai besoin de me créer un deuxième cerveau. Mon deuxième cerveau, avant, c'était un peu mes notes que j'ai transféré sur Obsidian, qui est un peu mon deuxième cerveau maintenant. c'est quoi Et ça? Du coup, je sais Obsi- pas. Obsidian, c'est un outil en fait qui te permet en fait un peu comme Note, et ben de mettre tes infos dedans. Donc en fait, Ok, eh ben, tu peux ressourcer toutes les données et après ok, ça peut te créer un mind mapping où en fait tu crées du lien entre telle information, etc. ok, Même d'accord. toi d'ailleurs, si jamais tu crées du contenu, ça peut être pas mal, tu vois, pour créer du lien. Ok, ok, je connaissais Et pas. ouais, bah je te montrerai si tu veux. Ok, stylé. Et sinon, bah du coup en fait j'écoute. Après à chaque fois je note, comme je t'ai dit sur le Notion, sur les techniques sales, bah je mettais j'ai n'importe quoi, Laetitia Fa, l'échange avec Salesforce. Là t'en as fait un il y a pas longtemps avec le Ouais, avec community. Salesforce, effectivement, Ouais. ouais. Sur le call, ouais, effectivement. Et du coup, après, je note des trucs, tu vois, par exemple, le méthode AIDA ou des choses comme ça. Et après, bah, j'essaye, dans mon taf du quotidien, me dire, bah, tiens, je vais regarder un petit coup d'œil sur justement ce que j'ai écouté. Et du coup, j'essaye de le moduler, de mettre en place. Donc, moi-même, en fait, naturellement, aujourd'hui, du moins, et ben, je fais cet exercice d'être dans une veille et de continuellement m'améliorer. Sans être, on va dire, trop obtus, me dire, ouais, ça va pas, il faut toujours changer. Mais d'essayer de mettre, des atomic habits, tu vois. Donc en gros de changer et d'avoir des petites routines et changer petit à petit.
Et donc, Ça, c'est hyper important ce que tu dis, c'est le fait que en fait, tu peux pas tout changer à un moment donné. Et donc, tu as, en fait, t'as une planification de dire, bah, en fait, petit à petit, là, c'est ça que je vais changer en priorité, ça et ça et ça. Du coup, ça, encore une fois, ça s'organise, quoi. ouais, pour moi, en fait, il y a deux dynamiques en fait dans la vie. En fait, soit il faut être en mouvement, et en fait, soit tu progresses et tu es dans l'évolution, ou soit en fait tu es dans la régression. Mais en fait, il n'y a pas de stagnation. Soit tu régresses parce qu'en fait tu t'es laissé aller, tu prends plus soin de ton corps, de tes apprentissages, ou soit tu continues en fait continuellement à cultiver ça. Et moi, j'essaye du moins d'être dans cette dynamique. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là, du coup, là, pour 2025? Ce qu'on peut me souhaiter, bah, d'être heureux, d'être content, De de continuer à kiffer répandre ton de la job. joie à mon entourage. Ok, bah écoute, nickel. Où on peut te retrouver? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont, qui vont peut-être vouloir te contacter. T'es plutôt, Ouais. t'es plutôt. Bah, juste sur LinkedIn, Ok. on peut me retrouver sur LinkedIn. Ok, bah, je mettrai le lien. En tout cas, merci énormément, Olivier, pour ces partages. Il y avait vraiment de tout, de l'organisation, de l'actionnable, du mindset, etc. Écoute, je te souhaite bah, d'atteindre tes 150%, tiens-moi au jus. Bah, écoute, Et à très vite. Ciao, merci ciao. beaucoup, Laetitia, François. Ciao.